ensemble pendant 35-40 minutes à peu près, 45 minutes, ce qu'on appelle, ce qu'on peut faire dans le cadre d'une césure internationale. Heu, voilà, alors je me présente, hein, avant de commencer. Donc je m'appelle Raphaël Pérez. Moi, je travaille, au Centre régional information jeunesse Grand Est, qu'on appelle aussi Info Jeunes Grand Est. Et pour cette intervention, je vais être accompagné de je laisse se présenter. Bon, bonjour, je m'appelle Irini, je vais d'Albanie et je suis une volontaire européenne au Krish Grand Est. Mon mission comme volontaire, c'est pour informer les jeunes pour différentes mobilités internationales avec Raphaël. Voilà. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je suis français, ça vous avez compris, pour pour la présentation. Alors ça va être assez rapide, on essaie de faire une petite intervention assez dynamique et puis, alors vous avez vu, il y a un chat, n'hésitez pas à poser des questions. Alors j'essaierai d'y répondre soit oralement en temps réel. Si c'est un peu long, n'hésitez pas à laisser votre mail ou je vous laisserai moi mon mail, du moins ce sera beaucoup plus simple. Comment ça va se dérouler? Alors on va vous montrer le 1er slide. L'idée et l'objectif, hein, c'est alors oui, quelques mots sur le centre information jeunesse, ça vous l'avez compris. Le centre information jeunesse, c'est un centre qui informe les jeunes, comme son nom l'indique, hein. Et moi, on est une quinzaine de personnes qui travaillons. Et moi, avec Irénie, mon métier, moi, c'est d'informer les jeunes, entre autres, sur les questions de séjour à l'étranger. Tout jeune qui veut partir vivre une expérience dans un autre pays, que ce soit d'études, de travail, d'emploi, de job, de volontariat, de stage, d'humanitaire, de simple séjour au pair. J'explique comment faire, comment partir, qui contacter, à quel moment, à quelles conditions. Donc c'est mon métier au quotidien, d'où l'intérêt aussi de vous présenter, cette conférence-là. Et là, pendant donc ce temps d'échange, on va vous présenter avec Irini, différentes possibilités qu'il existe pour faire une césure. C'est vrai que c'est de plus en plus demandé, de plus en plus après le baccalauréat, hein. Moi, j'ai remarqué beaucoup de jeunes en terminale, peuvent cocher dans Parcoursup la fameuse case césure, hein, ou alors des étudiants, hein, qui entre une deuxième année ou une troisième année, ou après leur licence, ou même après leur master, veulent partir, faire une césure, ou on va dire partir, sur une assez longue durée, 8-9 mois, 1 an. Donc on va vous présenter un peu les possibilités qui existent, qu'on a résumées en trois parties. Il y a 3 types de mobilité. Des mobilités de volontariat. On va commencer par vous présenter quelques exemples. Ensuite, on vous présentera des mobilités, un peu différentes, plus de travail, plus professionnelles, on va dire, de job, de travail, d'emploi, avec quelques exemples aussi de dispositifs. Et puis on terminera par le côté un peu plus classique, le côté plus, faire une mobilité de césure à l'étranger pour faire suivre des cours, on va dire, ou étudier. Pas faire un cursus d'études complet parce que c'est sur une petite année, mais le côté plus cours linguistique et puis éventuellement, si on a encore 5 minutes, pour ceux qui ne veulent pas forcément, ni faire du volontariat, ni travailler, ni faire des études, mais ont leur propre idée de faire leur propre projet. Il existe des soutiens financiers ponctuels, hein, des aides à la mobilité. Je dirais quelques mots sur, je sais pas, Zelidja ou Expérience de jeunesse. Donc c'est des dispositifs qui peuvent, faire un peu son projet, à la carte. Voilà. Alors on va aborder les premiers types de mobilité pendant 10 minutes. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, moi je les surveille. On va alterner avec Irini les présentations, avec le petit document qui d'ailleurs est sur le site, hein, dans la partie ressources. Sur le salon, vous retrouverez le document qu'on utilise là. On va vous présenter donc 3 formes de volontariat. Je laisse la parole à Irini qui va vous parler du volontariat européen, qu'elle connaît bien parce que c'est justement ce qu'elle fait actuellement. À toi. Bon, nous commençons avec le volontariat européen. C'est le programme que je suis en train de faire maintenant au Krish Grand Est ici en France. Le volontariat européen, c'est un programme qui s'est fondé dans l'Union européenne. C'est pour les gens qui ont 18 ans jusqu'à 30 ans. Et c'est un programme qui durait minimum 2 mois jusqu'à 1 an. Donc, pour être part de ce projet, vous n'avez pas besoin d'être une étudiante ou d'avoir un diplôme. L'unique chose que vous avez besoin d'être part de ce projet, c'est seulement d'avoir beaucoup de motivation et, pour vivre et aussi de travailler dans un autre pays, un autre genre. C'est un programme qui s'est tout financé. Le logement, c'est l'association qui vous accueille dans d'autres pays qui s'occupe pour trouver aussi pour le pays pour vous. Pendant votre volontariat, vous pouvez avoir de l'argent de poche plus l'argent de nourriture, pardon. Par exemple, moi, ici en France, j'ai 470 € chaque mois.
plus le logement qui, comme je dis déjà, c'est le CRIJ qui s'occupe. Mais ça dépend de différents pays, c'est différent. Aussi, le transport pour aller et retourner dans votre pays d'origine, France, c'est remboursé de l'Union européenne. Et la dernière chose, c'est l'assurance maladie pendant votre expérience comme volontariat européen dans d'autres pays étrangers. Vous allez avoir une assurance maladie en cas d'émergence, en cas de maladie. Quand vous pouvez partir, voilà, vous avez besoin d'une association d'envoi. Peut-être votre cas sera Krish Gandes, qui s'occupe de toutes les différentes démarches administratives, comme le contrat, de contacter l'association qui vous accueille dans l'autre pays. Vous pouvez trouver le projet sur le site officiel de COS, qui sont le lieu juste ici. Je peux vous montrer un petit peu. Voilà. Vous pouvez regarder? Ah, ok. Ok. Et après, vous devez ouvrir ce site ici, d'ouvrir votre compte de COS et remplir avec votre information personnelle, mais aussi professionnelle, ajouter un CV aussi. Et après, vous pouvez chercher de différentes possibilités en tous les pays d'Europe qui vous intéressent, par exemple l'Espagne, Portugal, Italie, etc. Faites la candidature et vous devez être accepté, faites l'entretien. Et après, l'une chose que vous devez faire, c'est partir. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est de différents domaines qui vous pouvez être part de cette volontariat européenne. Donc, il y a plusieurs de domaines. Commencer par le social que vous pouvez travailler, de domaine d'associations qui s'occupent pour environnement, sport, projet d'immigration, etc. Donc, voilà, ça sera tout pour le volontariat européen. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois pas de questions pour l'instant. Donc, bon, vous l'avez compris, donc le volontariat européen, c'est pas une question, comme tout volontariat, c'est pas une question de diplôme, hein, comme l'a dit Irini, c'est une question avant tout quand même de sensibilité, de projet personnel. Avoir envie de s'investir dans ce que fait une association, dans des domaines très variés, comme l'a précisé Irini. L'essentiel, c'est d'avoir envie de s'investir sur un projet qui vous plaise et qui vous parle pendant une assez longue durée, 8-9 mois, 1 an. C'est intégralement financé, donc c'est un exemple de projet financé par l'Europe. Moi, je vais enchaîner avec une deuxième forme de volontariat, peut-être plus connue que le volontariat européen, mais plus récente. Le volontariat européen existe depuis très très longtemps. Moi, je vais vous parler du service civique. Alors, c'est très connu en France, hein. C'est le gouvernement qui l'a mis en place il y a quelques années. 95-96% des missions se font en France. L'idée d'un service civique, c'est aussi de travailler à 20-25 heures par semaine dans une association, un établissement scolaire, une mairie, en France, en étant indemnisé à peu près 500 € par mois pour des durées de 9 mois, 1 an maxi. Pour des jeunes de 16 à 25 ans, il existe 4-5% des missions de service civique qu'on peut réalisées à l'étranger. Alors, contrairement au volontariat européen, ça ne se limite pas à l'Europe, là, ça peut être partout dans le monde, mais c'est toujours en rapport avec une organisation française à l'étranger. Un lycée français à l'étranger, une alliance française à l'étranger, une ambassade française à l'étranger, une ONG française ou une association française qui a un projet dans un autre pays du monde. Donc, c'est pas la majorité des missions, je vous l'ai dit, c'est 4-5% des missions, mais c'est des opportunités qui sont proposées entre 6 mois et 1 an. Le financement, là aussi, est un peu différent du volontariat européen. On peut avoir la même indemnité qu'en France, avec un supplément. Tout dépend en fait de l'annonce que vous allez consulter. Là, il n'y a pas 3000 possibilités. Toutes les annonces sont sur le site. Pas forcément contacter une organisation d'envoi de sa ville, hein, comme pour le volontariat européen. Mais on trouve l'essentiel des annonces sur le site officiel du gouvernement, servicecivique.gouv. Et là, vous interrogez sur toutes les annonces qui sont à l'étranger et vous trouvez des descriptifs en français et on candidate en ligne directement. Voilà, donc ça, c'est le service civique.
Une petite précision, ça existe aussi le service civique. Il y a un service civique spécial franco-allemand, qui est un peu mieux financé, qui est un peu plus long, et avec le soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et il y a aussi un service civique spécial pour le Québec, avec tous les 3-4 mois des propositions de service civique, dans différentes spécialités aussi, sociales, éducatives, culturelles. Là, cette fois-ci, avec le soutien complémentaire financier de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Donc, un service civique à l'étranger, c'est possible. Alors, on me pose souvent la question, si j'ai déjà fait un service civique en France, est-ce que je peux faire un service civique à l'étranger? Non. Par contre, si j'ai fait un volontariat européen et je veux faire après un service civique, c'est tout à fait possible. Là, ce sont vraiment 2 programmes, très, très différents. Voilà pour la deuxième forme de volontariat longue durée financé. Alors, les questions. Non, c'est la même chose. Il y aura juste un financement qui sera un peu différent. Ah bah voilà, j'ai répondu à ta question. Si tu l'as déjà fait en France, pas possible. Moi, je te conseillerais de te reporter sur le service civique européen, le service volontaire européen, pardon, le corps européen de solidarité, précisément. Et quelle est la durée entre la date de candidature et la date de début de mission? Alors, je ne sais pas si c'est pour le volontariat européen ou si c'est pour le service civique. Pour le volontariat européen, ça, je peux vous répondre très facilement. Il faut compter quand même 2, 3, 4 mois entre le moment où l'association va vous dire: «Oui, je te prends» et tu vas commencer en septembre. On est rarement pris, 3 semaines avant de partir. Ça arrive, en dernière course, il y a eu un désistement, mais c'est bien de s'y prendre quand même quelques mois un petit peu à l'avance, pas en juillet pour partir en septembre. Donc c'est la bonne période dans tous les cas actuellement, en mai, juin avril, mai, juin, c'est le moment où il y a pas mal d'annonces qui apparaissent. Donc n'hésitez pas après à nous recontacter pour reparler de tout ça plus précisément. Une troisième forme peut-être de volontariat, alors que je ne sais pas si j'appelle ça le volontariat, mais je vais peut-être plus appeler ça du bénévolat. On appelait ça, une formule de bénévolat qui est associée au voyage. Ce ne sont pas des programmes comme le service civique financé par la France ou le volontariat européen financé par l'Union européenne. C'est plus des formules de bénévolat qui sont proposées par des plateformes privées en ligne. Certaines sont assez connues, hein, on connaît assez le Woofing, le Workaway, le Helpix. C'est quoi le principe? En fait, c'est via des plateformes, on rentre en contact avec soit des particuliers ou des organisations, bah, qui en échange d'un service qu'elles vont vous demander, je vais vous donner des exemples, hein, proposent de vous héberger, de vous nourrir, sans vous payer. Et tout ça basé un petit peu quand même sur la rencontre, sur l'échange. Le woofing, c'est assez connu, c'est une formule un petit peu de bénévolat pour ceux qui sont, passionnés, très intéressés par l'agriculture biologique. Et on peut aller travailler chez un producteur ou un distributeur bio, hein, les aider on est nourri, logé, donc à payer. Et le principe, c'est un petit peu que le producteur ou le distributeur, vous apprenne un petit peu les grands principes de, je sais pas, de la permaculture, des différentes formes de production nouvelle et bio, hein. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 mois, ça peut être plus. Le walkaway, c'est le même principe, mais c'est pas forcément dans le domaine agricole, c'est très, très varié. Ça peut être des particuliers qui recherchent une personne pour les aider à s'occuper d'un jardin. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais vu une annonce il y a peu de temps d'un couple, je vais regarder les questions en même temps que je parle, d'un couple de retraités anglais qui avait un grand jardin, qui étaient des anciens profs, avec plein d'animaux, des fleurs. Ils étaient habitués à accueillir 2, 3 jeunes Européens. Ils venaient rencontrer, échanger, parler français ou une autre langue avec des jeunes de différents pays. Ils vous nourrissaient, ils vous hébergeaient et en échange du service rendu pour les aider à s'occuper de leur jardin et de leurs animaux. Donc c'est très varié, il y a des choses de bricolage, des choses un peu sociales, du babysitting même des fois. Donc c'est des plateformes en ligne, où là, c'est souvent gratuit ou très peu cher pour avoir les contacts, mais on peut avoir toutes les annonces en ligne, beaucoup d'avis aussi sur des personnes qui ont réalisé cette mission-là. Il y a des dizaines de milliers d'offres à chaque fois, donc c'est une forme un peu, c'est pas un programme officiel, mais c'est une autre façon de voyager un peu à la carte pour ceux qui sont un petit peu plus voyageurs dans l'âme, qui veulent pas forcément partir avec un programme un peu plus strict au niveau de la durée et au niveau des destinations. Alors, est-ce que je peux faire un volontariat après un service civique en France? Oui, un volontariat européen, pas de problème. Et puis, la durée du service civique, ça va être, maximum 1 an, et je crois que c'est 9 mois, entre 9 mois et 1 an, quand c'est à l'étranger. Voilà. On en a terminé avec le côté volontariat. Alors pour ceux certains se disent: «Bah, volontariat, c'est pas trop mon truc».
Moi, j'ai plus ce travail, plus ce boulot, j'ai envie d'avoir une expérience professionnelle et puis de gagner un peu d'argent. Donc on passe à la deuxième partie. Je vais laisser parler, on va vous présenter deux, trois, pas toutes, hein, c'est des pistes un peu qu'on vous donne. Après, manifestez-vous sur la plateforme. D'ailleurs, tout ce qu'on vous présente là comme mobilité, vous y retrouverez dans les 3 salles du salon, la salle, études, la salle travail, expérience pro et la salle volontariat. Vous trouverez des gens qui font un peu ces différentes, dispositifs-là et discutez avec eux ou avec elles pour leur demander concrètement comment ils ont fait pour trouver leur association, comment ça fonctionne, quel type de mission ils réalisent. C'est juste après la conférence, allez-y, hein. Attendez la fin de la conférence. Voilà, le côté travail, eh beh, je vais laisser la parole, à Irénie, une nouvelle fois, qui va vous parler, pour commencer, du séjour au pair, un grand classique. Bon, merci Raphaël. Euh, Maintenant, je veux présenter le programme Séjour au pair pour vous. Le programme Séjour au pair, c'est un excellent programme pour toutes les gens qui voulaient travailler, mais en le même temps voyager. Spécialement, c'est plus, il y a beaucoup de gens qui sont plus intéressés de faire ce programme en États-Unis. C'est un programme qui, vous pouvez être part si vous avez 17 ans jusqu'à 30 ans. C'est un travail, l'heure de travail, sont 25 heures par semaine. C'est un programme où vous pouvez vivre avec une famille et vous aidez cette famille avec les enfants, mais aussi de petites tâches ménagères. Pendant ce travail que vous faites en cette famille que vous accueille, vous gagnez des agents qui sera un chiffre de 300 € par mois. Mais aussi, comme j'ai déjà dit, vous vivre avec les familles et les familles vous donnent une chambre privée dans son maison. Et ça sera bien. Pour être part de ce projet, il y a deux manières. Le premier, c'est vous pouvez contacter une agence de séjour au pair qui l'agence vous devez payer l'agence peut-être que ça coûte 300 €, mais l'agence vous accompagne pendant toute votre expérience comme au pair et prendre soin de toutes les démarches administratives et aussi de contact de famille pour vous et trouver une famille pour vous directement. La deuxième manière, c'est pour contacter, pour s'inscrire dans une plateforme en ligne. Ça coûtera 20 € juste à 30 €. Et ici, vous créez votre compte et après, vous pouvez trouver et contacter la famille vous-même. Pour être part de ce programme aussi, vous devez avoir plus le fibre pour habiter et travailler avec une famille et aussi avec des enfants. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est Raphaël, je ne sais pas si... Alors, je ne vois pas de questions sur le séjour au pair. Bon, vous l'avez compris, hein, si vous êtes allergique aux enfants, à la vie familiale, faites pas le séjour au pair, hein. Ça, vous l'avez compris. Mais c'est un grand classique, ça existe depuis de nombreuses années. Alors, il y a un bouleversement avec le Brexit, c'est vraiment plus possible de le faire au Royaume-Uni actuellement pour des questions de visa. Il n'y a plus de visa à accorder pour faire un séjour au pair si on est européen. Donc, beaucoup de monde se retourne vers d'autres pays. Et puis, Irénie l'a bien dit, hein, soit vous passez par une agence, c'est rassurant, elle va vous suivre et puis et échanger avec vous sur les modalités de départ et puis surtout vous aider à trouver une famille d'accueil. Soit on passe par les plateformes, ça dépend. C'est selon un peu. Certains, des fois, préfèrent quand même l'agence pour avoir un point de contact régulier et pouvoir. C'est rassurant aussi, surtout si on doit aller assez loin, que de s'y prendre un petit peu tout seul sans trop savoir des fois où on peut tomber. Voilà, ça c'est le séjour au pair. Autre formule, pour voyager aussi, un petit peu plus indépendante cette fois-ci, c'est encore Irénie qui va vous présenter, c'est ce qu'on appelle le PVT, le programme vacances-travail. À toi, Irénie. Oui, merci. Donc, le programme vacances-travail PVT, c'est un visa, en fait, qui permet de voyager le jeune mais, dans le monde, mais en tant que touriste, avec l'autorisation de travailler. Pendant ce séjour, vous êtes totalement autonome. La durée dépend de la destination que vous choisissez. La majorité sera un an, mais ça dépend du pays qui vous choisit d'être part de ce programme.
Par exemple, au Canada, c'est 2 ans. Après, vous pouvez aussi prolonger. Vous devez être, c'est un programme pour toutes les jeunes entre 18 jusqu'à 30 ans. Vous n'avez pas de être un salarié, être une étudiante, c'est pour tout le monde en fait. Voilà. Vous pouvez partir en 17 pays, 16 pays, pas avec la France. C'est Australie, Canada, Belgique. Si vous avez plus de questions pour le pays que vous voulez partir, c'est le site. Je montre le site si vous voulez. tvtist.net. Ah, pourquoi il ne peut pas? Je dois partager le camp direct. Un moment, désolé. Hop. Voilà. Ça, c'est le site de tvtist. Ici sont les différents pays où vous pouvez partir. Par exemple, si vous êtes intéressé de partir au Canada, sont toutes les questions et les informations que vous avez besoin de savoir pour partir au Canada. Pardon, je dois arrêter ça. Aussi, pour partir, pour être part de ce programme, vous devez chercher dans l'ambassade de vos pays que vous sont intéressés pour faire la demande de visa. Et aussi, toutes les choses, toutes les choses c'est vous qui vous devez payer le tarif de visa, et aussi vous devez avoir un montant d'argent dans votre compte bancaire. Voilà. Correct. Excusez-moi, je répondais à une question en même temps par rapport au visa. Alors, le fameux PVT, on me pose la question si c'est valable au Royaume-Uni. Non. Alors, les Anglais sont assez terribles. Hein. Maintenant, les visas de travail sont très, très, très limités à certains travaux saisonniers dans le domaine des volailleries ou du transport routier, où c'est très, très spécialisé. Ils ont beaucoup proposé aussi de visas maintenant pour des personnes originaires du Commonwealth, hein, de Nouvelle-Zélande. On voit nettement la volonté un petit peu pas de se séparer de l'Europe quand même, mais quand même, on voit à travers les visas. Le PVT, non, ça concerne 16 pays dans le monde. Irène l'a dit, souvent c'est des grands pays assez éloignés. Hein. Les grands classiques, c'est le Canada. Là, je vois une photo sur le Canada, sur l'Australie, pardon, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil. Donc il y a 16 pays, des destinations lointaines. C'est un peu plus aventure, hein, vous avez vu, là, il faut s'organiser. Mais vraiment, là, il y a l'aspect sa recherche de visa, comme l'a présenté Irini. Ça, c'est des conditions, telle somme d'argent, acheter son visa et son billet d'avion, son assurance. Et surtout, il y a la communauté PVTiste, hein, le site officiel, enfin le site de la communauté des PVTistes, qui est administré par des jeunes qui ont lancé ça il y a pas mal d'années déjà, et qui est super détaillé, super pro. C'est vraiment un site de pro. Ils ont des conseils très pointus pour comment, une fois que j'ai fait ma demande de visa, comment bien me préparer et trouver un job sur place sans arriver les mains dans les poches et perdre plein de temps à chercher. Donc, c'est vraiment ils ont des tutos fantastiquement précis. Ils font des soirées sur Insta ou autre très, très claires sur préparer mon PVT, trouver un job à Canberra, comment trouver mon logement à tel endroit. C'est vraiment la Bible. Il faut bien se préparer. Il faut se préparer avant. On peut y aller à deux, souvent. J'ai 2 ou 3 amis qui partent ensemble ou seuls. C'est un peu plus d'aventure quand même que le séjour au pair. Hein, et puis c'est plus lointain. Donc, comme toute première expérience, si je sais pas, après le bac, je vois pour les plus jeunes, c'est peut-être un petit peu fort des fois. Ça dépend si on s'en sent capable ou pas, mais ça ne s'improvise pas. Un PVT, il faut vraiment bien se préparer et c'est très à la mode. Il y a des dizaines de milliers de Français qui font ça chaque année, donc ça marche assez bien. Troisième forme d'expérience professionnelle. Alors, on va passer au slide suivant. C'est ce qu'on appelle le VIE, VIA. Alors, ça veut dire quoi, VIE? Ça veut dire volontaire international en entreprise ou volontaire international en administration. Ce n'est pas du tout du volontariat, contrairement à ce que son nom l'indique. C'est quoi? En fait, c'est un dispositif français mis en place par le gouvernement. Il y a très longtemps, ça avait d'autres noms à une époque, hein, qui grosso modo permet à des jeunes Français, souvent diplômés
j'ai remarqué quand même si on trouve maintenant sur le site des offres de niveau bac, bac+1, bac+2, mais qui pendant longtemps étaient vraiment quand même beaucoup pour des jeunes étudiants quittant d'écoles de commerce, de master, d'écoles d'ingénieurs. En fait, ce qui permet d'aller travailler dans une entreprise française à l'étranger, partout dans le monde, ou une administration, le VIA, française à l'étranger, une ambassade, un consulat, une alliance française, un service culturel français. Donc là, c'est pareil, c'est des postes très bien indemnisés, très bien rémunérés, hein, qui peuvent durer entre 6 mois et 2 ans maximum. Pour une entreprise française, c'est souvent beaucoup de grands groupes français à l'étranger ou des boîtes qui veulent s'implanter dans différents pays du monde et donc qui sont assez actives, qui recherchent des jeunes diplômés comme première expérience. Et souvent, c'est presque une pré-embauche, on va dire, c'est une période de test un petit peu pour travailler. Il n'y a pas de condition d'âge particulier, je pense qu'il faut avoir plus de 18 ans. Là, moi, je parle par le site. Il y a un site spécifique, alors je ne vais pas vous le montrer ici, mais sur le VIE-VIA, où vous trouvez où vous trouvez les annonces, un certain nombre d'annonces sur le site, par diplôme, par pays, par continent, et par type de spécialité. Si vous êtes plutôt dans le marketing, dans l'informatique, il y a beaucoup de choses dans l'informatique, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, en marketing, en communication. Il y a des domaines qu'on ne va pas beaucoup trouver, mais des domaines qu'on trouve souvent quand même. Alors, des questions? Alors, pour le VIE, non, pour le VIE, je vais vérifier. Je ne pense pas qu'il y ait un âge limite pour le VIE. Bon, je vérifierai juste après, pendant que Irénie parlera. Je ne pense pas qu'il y ait une limite d'âge. Plus 18, c'est sûr. Et là, c'est partout, dans tous les pays, c'est partout où la France est présente. Alors, sauf peut-être, vous n'avez pas trouvé beaucoup d'entreprises françaises en Corée du Nord, ou je sais pas, ou dans certaines îles. Ah, 28 ans, j'ai dit une bêtise. Vous voyez, j'avais un doute, donc c'est juste que 28 ans. Autant pour moi. Et donc, c'est 28 ans l'âge limite. Et puis, c'est presque tous les pays du monde, partout où il y a une entreprise française ou une représentation française culturelle ou diplomatique. Ça, on vous mettra le site. Vous avez le site aussi sur le document qui est en accès dans la bibliothèque, hein, de la journée. Alors, je vois 29 ou 30 pour le VI. Ah, en entreprise, c'est un peu différent, 29 ou 30. Alors là, je vais un peu vite, j'ai un peu résumé les choses. Après, vous avez mon contact et puis on pourra rediscuter et vous donner une information précise sur. Merci merci à Madame Garnier, Hélène Garnier, pour les 29-30 ans pour le VIE. Oui, et puis partout où la France est présente. Alors, je sais. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Puis, le VIE, c'est assez large. Il n'y a rien pour les plus de 35 ans. Alors, pour les plus de 35 ans, mais je vais vous parler presque. On ne l'a pas abordé ici, mais c'est presque un mini VIE. Pas tout à fait. Il est tout en bas du slide, en bas à droite. C'est ce qu'on appelle, il existe. Alors, j'ai simplifié le nom en l'appelant Erasmus+ pour demandeurs d'emploi. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme. Alors, c'est pas Erasmus. Souvent, quand on parle d'Erasmus+, on pense que c'est pour les étudiants pour étudier. Pas du tout. C'est un programme qui est aussi accessible à des demandeurs d'emploi. Et il y a un type d'Erasmus qui s'appelle donc Erasmus+ demandeur d'emploi qui permet en fait d'être placé dans une entreprise, dans un pays européen, pour une période de stage indemnisé, on va dire, entre 3 mois et 6 mois, dans un domaine de formation, dans un domaine professionnel qui relève de votre formation, qui est en rapport, bien sûr, avec la formation que vous avez. C'est organisé par qui? En fait, souvent, dans toutes les régions de France, c'est organisé par Pôle emploi. Alors, ce n'est pas le Pôle emploi local directement, mais il y a une cellule spéciale à Strasbourg, et votre conseiller Pôle emploi pourra ou nous, hein, au CRIJ, vous expliquer comment ça fonctionne. C'est Pôle emploi donc, qui gère ce type de bourse-là. Et l'idée, c'est que ça concerne des personnes, il n'y a pas d'âge limite, cette fois-ci, j'en suis certain, qui veulent avoir une expérience professionnelle dans un pays européen, en rapport avec leur diplôme, pour améliorer un peu leurs compétences professionnelles et puis leurs compétences linguistiques. Donc, on vous trouve l'entreprise, ça c'est l'avantage. Alors, il faut juste avoir un projet professionnel. Il faut pouvoir dire, j'ai envie d'aller dans tel type de pays pour travailler dans tel domaine parce que c'est ma formation, tel type de tâche, tel type de mission parce que c'est un peu le savoir-faire que j'ai. J'ai des lacunes en langue, je ne connais pas trop forcément les méthodes de travail anglo-saxonnes ou méditerranéennes. Hein. Donc, là, ce n'est pas en lien avec la France, c'est un programme européen, mais qui permet quand même de travailler, d'avoir
c'est presque un pré-travail aussi, entre 3 et 6 mois. Si on se sent pas capable de se faire embaucher directement, de candidater à des offres d'emploi en Irlande, en Allemagne ou je sais pas où, en Europe. Donc c'est aussi vous pourrez aussi me demander plus d'informations sur ce via notre contact. Et là, ça peut être tout type de diplôme. On peut avoir un bac pro, un CAP coiffure, un bac pro commerce, un BTS, une école d'ingénieur, peu importe, hein. Mais vous avez envie d'avoir une expérience professionnelle dans un pays européen, vous trouvez l'entreprise, il y a un financement qui finance pas tout, mais une bonne partie quand même de votre mobilité. Heu, donc ça, c'est un programme aussi qui est assez encadré et voilà, c'est une possibilité assez professionnelle pour les plus de 35 ans, comme j'avais de la question ici. Je regarde si j'ai d'autres questions par rapport à ça. Alors, VIE 29 ans, 28 ans, ça on vérifiera ensemble. Alors le logement pour Erasmus+ demandeurs d'emploi, c'est organisé par la cellule Pôle emploi. Dans leur fiche d'information, ils mettent que le logement est organisé et financé. Ça peut être, dans n'importe quel secteur professionnel. Il n'y a pas une liste d'offres. C'est selon un peu votre projet qu'ils vont contacter leurs partenaires en Irlande ou je ne sais où, qui se rapprochera d'entreprises qui correspondent à ce que vous recherchez. Donc si on est un professionnel je sais pas, de l'insertion sociale ou de l'insertion professionnelle, on peut dire: «Tiens, j'aimerais bien trouver un truc dans les domaines de, je sais pas, des RH, dans tel pays, voir un peu comment ça fonctionne, les méthodes de travail. Ça me permettra aussi d'améliorer mon anglais». Il y a une condition importante, il faut être demandeur d'emploi. À un moment, il faut être inscrit à Pôle emploi. Ça, c'est alors, si on sort d'études, ça va, c'est pas trop difficile à faire. Si on est déjà salarié, ça, faut en discuter et voilà. Il y a pas d'âge minimum. L'âge minimum, ça va être 18 ans, je pense, mais après, c'est à partir du moment où on peut travailler, où la réglementation autorise à travailler. Je crois que c'est 18 ans quand même pour ce programme-là, qui est assez professionnel. Vous voyez, on est assez plus spécialisé, hein. Je vois que le temps passe. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer, alors le contact, ils seront alors je vous mettrai tout à la fin, on aura même notre site web. On passe en revue tous les liens précis avec, chaque structure qui s'occupe du volontariat européen. On en a parlé tout à l'heure, on n'est pas les seuls à s'occuper du volontariat européen en Grand Est. Il y a Christelle, l'association Christelle à Nancy, CRIST2EL. Il y a Visa à Strasbourg, donc les 3 grosses structures qui font partir pas mal de monde en volontariat européen. Pour chaque programme qu'on vous présente là, il y a souvent un point de contact en Grand Est, pas toujours, mais on vous le présente des fois c'est un contact, via des annonces sur un site, mais s'il y a un contact en Grand Est, on vous les donnera après, tout à la fin. 3e possibilité de césure, pour ceux qui sont encore un peu scolaires, certains me disent: faire du volontariat, c'est pas trop mon truc. Travailler, je me sens pas encore trop capable. Moi, j'aime bien quand même suivre des cours et je vois pas mal de choses sur le web, hein, beaucoup d'écoles privées qui proposent des choses, des fois à des prix un peu inabordables. Il y a un peu de tout, donc mais j'aimerais bien quand même le côté un peu court, suivre des cours. Alors là, on vous a mis deux exemples. Pour les plus jeunes, qui sont encore au lycée, qui sont encore en seconde ou en première, ouais, il y a la fameuse faire une année scolaire à l'étranger. Ça peut faire l'objet d'une césure, à un moment, pendant qu'on est encore, au lycée. Ça, l'idée, c'est de partir dans un pays, ça peut être un pays lointain, refaire une année de première ou de terminale dans un autre pays, intégralement, donc dans un lycée ou en high school, par exemple, si c'est aux États-Unis, hein, pendant, une petite année, en suivant des cours avec les élèves du pays, en étant hébergé dans une famille hôte, hein, souvent. Heu, c'est une possibilité, donc là, il n'y a pas 3000 possibilités, il faut passer par des agences spécialisées. Il en existe un certain nombre en France, hein, on les trouve, il y a une fédération qui en rassemble un bon nombre. Le point commun avec tous ces organismes-là, c'est que ça a un coût, c'est pas donné. Bon, après, vous allez me dire, si on part, une année, étudier à Toulouse, ou à Bordeaux, ça a aussi un coût, hein, mais c'est vrai que c'est une certaine somme qu'il faut pouvoir, financer pour faire cette année, à l'étranger, qui comprend tout sauf je pense l'argent de poche. Donc là, j'ai mis entre 6 000 et 12 000 €, c'est plutôt 12 000 €, hein, pour passer 8-12 mois, je sais pas, en high school aux USA ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est un peu un grand classique. C'est pour les plus jeunes quand même, il ne faut pas dépasser 18 ans. C'est avant le bac, c'est un des rares programmes qui est accessible avant le bac
Et là, on fait une scolarité, on refait une classe qui n'est pas valable en France, mais peu importe. Hein, l'idée, c'est d'avoir passé un an dans un pays autre, d'avoir parlé une autre langue pendant une année complète. Et on ne peut pas passer un diplôme, peut-être un petit certificat de langue, hein, un TOEFL, IELTS, des choses comme ça, mais on ne peut pas passer un diplôme pendant une année dans aucun pays au monde. On peut être diplômé en un an. Donc l'année scolaire à l'étranger pour les plus jeunes. Et puis une deuxième formule, c'est peut-être trouver des écoles de langue. Moi, je me rends compte qu'il y a, alors, on trouve souvent certaines écoles qui font beaucoup de publicité sur le web, hein, pour proposer des cursus, des cours de langue, toutes les formules possibles. C'est souvent assez cher. Moi, j'ai remarqué que souvent, on peut aussi se rapprocher peut-être d'universités. Toutes les universités dans le monde, presque toutes, hein, ont une école de langue, un institut de langue, qui propose des cours un peu des cours d'anglais pour étudiants étrangers ou des cours d'allemand si c'est en Allemagne pour étudiants étrangers, soit uniquement des cours de langue ou parfois de certaines matières, hein, de marketing, d'histoire, de certaines spécialités qui peuvent aider après peut-être à intégrer un cursus qu'on voudrait faire dans ce pays-là. Donc beaucoup d'universités ont leur propre institut de langue, peut-être un peu moins cher aussi des fois que comparer un peu les prix que beaucoup d'organismes privés. C'est sur un campus, c'est les profs souvent qui seront attachés aussi à l'université. Donc, je conseille, ou moi j'aide souvent un petit peu à comparer les prix, pas prendre forcément ce qui apparaît en premier sur Google. Il y a des différents types d'écoles. Au Royaume-Uni, celles qui ont un agrément du British Council, des universités, c'est un gage quand même de qualité. Et ça peut être un semestre, ça peut être un an. Hein, on suit des cours à temps complet, à mi-temps, des cours spécialisés, pas spécialisés. Il faudra aussi un budget dans tous les cas ici. Et là, on contacte soi-même l'université, mais ça évite un intermédiaire, ça peut revenir moins cher aussi. Donc c'est aussi une façon de partir pour ceux qui ont le côté quand même, qui attachent une importance au cours, mais quand même sur un campus, si on est rattaché à l'université internationale, donc avec quand même l'occasion de parler beaucoup avec des jeunes d'autres pays. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la région Grand Est? Alors, en parlant de quel dispositif? Je regarde rapidement le chat. Ça reste assez cher. Oui, l'année scolaire, les cours de langue, l'année scolaire, il faut toujours un budget. Il n'y a aucun cours gratuit dans le monde. Si vous en connaissez, vous me le dites, mais ça n'existe pas, les cours gratuits. C'est pour ça qu'on vous parle de formules de volontariat, des formules un peu différentes d'expérience professionnelle, voire de bénévolat, qu'on a évoqué en première et deuxième partie. Ça peut être aussi, c'est tout à fait aussi une façon d'apprendre une langue. Hein. On n'est pas obligé de suivre des cours. C'est bien des fois d'avoir un petit cours en plus pour certains règles de grammaire qu'on a oubliées, mais on peut vraiment apprendre une langue aussi, être à l'aise avec une langue sans suivre un cours académique. Dès qu'on parle de cours, il faut un budget. Et je vais finir l'intervention. Irénie, je te laisse surveiller les autres questions. Par une quatrième possibilité, qu'on connaît un peu moins, mais de plus en plus de jeunes se disent, tiens, j'ai envie peut-être de faire mon propre séjour. C'est un peu ce qu'on peut appeler des bourses au projet, des bourses. Alors, j'en ai cité deux. Une qui s'appelle Expérience de jeunesse. Ben, ça, c'est la région Grand Est qui vous propose. Et puis Zelidja, là, c'est une fondation qui propose des soutiens financiers. L'idée, il y a des points communs. L'idée, c'est de proposer à des jeunes qui ont leur propre projet en tête, de leur apporter un coup de pouce financier. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de demander, voilà, je vais partir une année scolaire à l'étranger, j'ai besoin de payer mon billet d'avion, est-ce que vous pouvez me payer mon billet d'avion? Non. L'idée, c'est de présenter un projet, c'est-à-dire, vous avez l'idée je sais pas, de partir je sais pas, au Japon, 3-4 mois avec, je sais pas, un ami ou seul, si c'est Zelidja, pour rencontrer, je sais pas, des communautés qui travaillent, je sais pas, sur tel type d'activité japonaise ou en Corée du Sud, ou alors moi, je vous donne des exemples concrets que j'ai en tête de plus récents. Moi, j'ai rencontré une jeune qui était partie à Barcelone, en Catalogne, pour faire un petit peu un travail, pas une étude, c'est pas une thèse de doctorat qu'on vous demande, mais un petit travail sur la pratique musicale en Catalogne, de l'électro en passant par le classique, par en intérieur, en extérieur, traditionnel. Elle était passionnée par tout ce qui était danse et musique, et elle voulait faire des reportages, son blog à l'époque, et elle avait demandé un soutien financier. Une qui avait fait des recettes de cuisine dans les Balkans. Elle bougeait pendant 2-3 mois auprès de gens qu'elle connaissait. Donc, il faut présenter un projet dans tous les cas. On n'est pas
On ne demande pas de l'argent pour de l'argent, il faut présenter, mais ça, on peut vous accompagner, il y a des gens pour vous accompagner, à la région aussi, hein. Présenter noir sur blanc, écrire un projet, ça veut dire en quoi consiste mon projet, quand est-ce qu'il va se dérouler, avec qui, quel partenaire j'ai pour l'organiser, quel budget j'ai de mon côté aussi, est-ce que j'ai déjà un peu d'argent. Alors, le Zelidja, je crois que c'est 900 € maximum, ou 800, j'ai un doute. Expérience de jeunesse, c'est 2000 € maximum. Comment je vais l'organiser, qui j'ai comme contact déjà dans le pays. Donc, il faut écrire tout ça et faire un projet de, je vous l'ai dit, pas 50 pages, mais quelques pages, et puis le présenter souvent oralement en disant voilà, ça c'est le projet que j'ai à faire, j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour boucler mon budget. Après, surtout quand je vais rentrer en France, ben, je vais envie de le présenter à tel endroit, auprès de telle personne, dans mon école, au CRIJ, à la région, pourquoi pas. Toujours ce côté un petit peu en faire profiter des autres après, quand vous rentrez, pour présenter ce fameux projet. Alors l'année Erasmus, alors on n'a pas beaucoup parlé d'Erasmus études, hein, parce que pour moi Erasmus études, c'est pas une césure, parce que Erasmus études, ça se fait pendant vos études. Erasmus, une des formules d'Erasmus la plus connue, c'est Erasmus études. Ça, c'est lorsque vous êtes, faut avoir commencé des études en France après le bac. Pour l'Erasmus études, hein. Vous faites, je sais pas, l'université, une école de commerce, une école d'ingénieur, une école d'infirmière, hein. Je vois, il y a beaucoup à Nancy de témoignages dans le salon d'école d'infirmière, une école de beaux-arts, une école artistique, enfin toutes les écoles possibles, presque toutes, vont vous proposer, pas en première année d'études, mais en deuxième ou troisième année, de partir 6 mois ou 1 an, suivre des cours dans une école équivalente, une université équivalente dans un pays européen, pour suivre tes cours comme ceux que tu aurais dû suivre en France. Mais la différence, c'est que tu les suis avec les étudiants du pays, dans la langue du pays, ou en anglais si c'est un petit pays, et tu reviens 6 mois ou 1 an après, dans ton école d'origine pour finir ton diplôme, sans avoir besoin de refaire 6 mois ou 1 an en plus, bien sûr, hein. Ça, c'est le principe d'Erasmus. Erasmus, c'est faire son diplôme français, sa licence, son bachelor, enfin son master, son diplôme d'école, mais on en a fait une partie à l'étranger. Et là, il n'y a pas d'âge particulier. Souvent, on a plus de 18 ans quand on commence les études après le bac, hein. Il n'y a pas d'âge limite supérieur là, pour Erasmus. Mais je l'ai moins abordé parce que pour moi, c'est pas trop une césure, parce que c'est ton diplôme français que tu fais en continuité, mais en partie dans un pays européen. Voilà. Alors, c'est un peu rapide, hein. On vous a donné beaucoup d'informations en peu de temps. Ce petit document-là que vous avez ici, alors, je ne sais pas, sur la dernière page, est-ce qu'il y a notre contact qui apparaît, Irénie? La dernière page. Ah, c'est bloqué. Ah, voilà. Ça, vous avez donc mon contact, le contact d'Irénie pour le volontariat européen, le contact CES. Et puis, sur la plateforme, hein, laisser des messages. Là, sur la partie info, moi, j'y retourne là, juste après la présentation. Donc, voilà, on a résumé les choses, hein. On peut affiner les questions d'âge parfois, on a été un petit peu vite, mais on vous a présenté les grands classiques. Il y a d'autres choses qui existent, hein, bien sûr, hein. Mais dans tous les cas, nous, on vous conseille on parle de plus en plus de césure, hein. Moi, je vois beaucoup de jeunes bacheliers en terminale qui se disent: «Tiens», et il y a des pays où c'est très fréquent, hein. Beaucoup de jeunes Allemands, de jeunes Allemandes partent, après une terminale, avant de commencer leur cursus universitaire. Ils sont habitués à partir de 6 mois, 1 an, et c'est pas du tout un drame, au contraire, hein. Vivre une expérience de mobilité à l'étranger, c'est très formateur. C'est pas, même le mot césure, hein, c'est un peu trompeur. On a l'impression que c'est un peu comme une coupure, on parle de break, des fois, de gap year, un trou, ou une année sabbatique parfois. Moi, je ne pense pas du tout que les termes ne sont pas très bien utilisés des fois. Au contraire, c'est une période de formation très riche, on apprend plein de choses, et souvent ça rebooste avant de commencer ses études, on est en pleine forme, on a rencontré plein de gens, on a appris plein de choses, et ça, c'est important. Donc, pas hésiter à faire cette césure, après le bac ou plus tard. Chacun le sent un peu comme il le fait comme il le sent, on va dire, et on est là, informez-vous, profitez de la journée pour discuter avec, tous les gens qui sont en ligne, hein, tout au long de l'après-midi, pour voir un peu leur ressenti concret. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de césure, donc je vous rassure, mais j'aurais bien aimé. Ça n'existait pas à mon époque. Donc profitez des témoignages qui sont là. Allez discuter après avec Irénie, sur le volontariat européen en direct. Et puis, merci aux organisateurs, et à bientôt.